Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente l'exposition Effacé, l'enfermement au féminin au château de Cadillac, qui est une exposition pour laquelle j'ai fait des visites guidées. Et donc ici, je vous propose de vous refaire cette visite guidée, sans les documents évidemment, donc ce sera un peu moins bien. Donc allons-y. Donc Effacé, l'enfermement au féminin au château de Cadillac. Alors, le château de Cadillac, c'est un château de la Renaissance qui a été bâti à partir de la fin du XVIe, début XVIIe siècle par un personnage proche de la royauté qui s'appelait le duc d'Épernon. La construction a évidemment duré longtemps. Le duc a habité sur place tandis qu'il en continuait l'agrandissement et qu'il continuait la construction, les travaux. Son fils a fait la même chose, mais à la mort de celui-ci en 1661, le château va être abandonné, en tout cas ne va plus vraiment être entretenu par les propriétaires successifs. Et à la Révolution française, le propriétaire du moment va s'exiler hors de France. Donc là, le château est complètement abandonné. Si bien que lorsque ce propriétaire revient en France et est remis en possession du château, en 1809, il se rend compte que le château est dans un état de délabrement trop avancé et que les travaux coûteraient tout simplement trop cher. Il va donc se débarrasser du château en le mettant en vente. Et c'est l'État qui va acheter le château de Cadillac en 1818. Il l'achète avec pour but d'en faire une prison. C'est un but affiché. En fait, depuis plusieurs années, le code pénal a été mis en place et avec ce code pénal, l'enfermement devient le cœur du dispositif judiciaire français. Tout va tourner autour de l'enfermement. Il faut donc des lieux pour emprisonner toutes les personnes qui se retrouvent condamnées à l'enfermement. Pour cela, on va réutiliser des lieux qui ont été confisqués ou qui sont entrés en possession de l'État avec la Révolution, c'est-à-dire des châteaux, des abbayes, des couvents, des monastères, qui vont donc être transformés en prisons. Ils vont principalement être transformés en ce qu'on appelle les maisons centrales de force et de correction, qui sont les prisons les plus importantes, toutes celles où on enferme les personnes condamnées à plus d'un an de prison. Le château de Cadillac va donc devenir une maison centrale de force et de correction. Et plus particulièrement, ça va être la première maison centrale uniquement dédiée aux femmes. Jusque-là, les prisons, elles étaient mixtes. Il y avait un quartier pour hommes, un quartier pour femmes, mais elles étaient mixtes. Ça va donc être la première maison centrale uniquement dédiée aux femmes. Et cette prison va donc ouvrir en 1822, mais donc avant, il faut faire des travaux pour rendre le lieu un minimum habitable, puisque, on le rappelle, il a été longtemps abandonné, et voilà, il n'est plus du tout habitable. Donc, on fait des travaux qui durent 4 ans, entre 1818 et 1822, avant de pouvoir ouvrir la prison. Lorsqu'elle ouvre, elle va rester en place jusqu'en 1891, donc de 1822 à 1891. Et à cette date-là, elle va changer de destination. En fait, au lieu d'avoir une prison, on va rester sur un lieu d'enfermement, mais cette fois-ci dédié aux jeunes filles mineures. C'est ce qu'on va appeler une école de préservation. On en reparlera évidemment plus en détail. Et cette école de préservation, elle reste en place jusqu'en 1951. Donc on a deux grands temps pour le château de Cadillac en tant que lieu d'enfermement. C'est la prison pour femmes majeures et l'école pour jeunes filles mineures. Il y a un point commun, il y a plusieurs points communs, mais il y a un point commun à ces deux grands temps dont il est intéressant de parler ici, c'est la question des archives, puisqu'en fait, toutes les archives internes produites par le château de Cadillac, eh bien, elles ont été perdues. Elles ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Alors, on n'a pas la réelle raison, on a plusieurs hypothèses pour comprendre pourquoi on ne les a plus aujourd'hui. Elles sont toutes jetées, brûlées, etc. Ou tout simplement on ne les a pas encore trouvées, c'est possible. Et donc ce qu'on va avoir en fait pour faire l'histoire du château de Cadillac en tant que lieu d'enfermement, c'est toutes les archives qui ont été produites ou reçues par les institutions qui contrôlent le château. Donc ça va être le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et la préfecture de la Gironde. C'est les trois institutions qui contrôlaient, qui encadraient la prison puis l'école de préservation. Or, le fait d'avoir que des archives externes, ça fait qu'on va avoir un point de vue biaisé de ces détenus, de cette détention, de ces personnes, puisqu'on va avoir principalement des documents comptables, administratifs, qui vont nous montrer les détenus comme un groupe, dans ce qu'elles coûtent, dans ce qu'elles causent comme problème, comment les contrôler, etc. Donc on va avoir pas tant une vision péjorative, mais en tout cas voilà, une vision vraiment de ces détenus comme étant des chiffres, des données comptables, des données administratives, etc.
Et avec du coup la perte des archives internes, on perd toute la vision individuelle des détenus. On perd qui elles sont, on perd vraiment beaucoup de détails. On n'a que cette vision collective donnée par les archives externes. Voilà, donc c'est un biais important à prendre en compte. Commençons donc en 1822. Les premières détenues qui arrivent, ce sont 204 femmes qui proviennent de la prison d'Ess, dans le Lot-et-Garonne. Elles sont amenées à Cadillac par bateau. C'est un convoi qui va durer 2 jours et 2 nuits sur le Lot et sur la Garonne. Et lorsqu'elles arrivent à Cadillac, il y a un peu une impression de fête. Déjà, il y avait la Semaine Sainte, donc des festivités qui étaient liées. Mais il y avait surtout le fait que on a interrompu en fait les festivités le jour de l'arrivée du convoi pour que tout le monde puisse venir assister à cette arrivée. Tous les badauds sont venus regarder, faire une sorte de haie d'honneur pour ces détenus qui arrivaient à Cadillac. Et les documents vont vraiment parler d'une fête avec cet événement. On a même des documents qui vont être un peu plus tardifs, qui vont parler d'un privilège qui est accordé à ces femmes que de les accueillir au château du duc d'Épernon, de ce grand personnage. Et voilà, c'est vraiment vu comme un honneur qui est fait à ces détenus, alors que elles se retrouvent en prison, elles se sentent pas très honorées par la situation. Alors ces détenues, justement, qui elles sont? Eh bien, on a parmi le peu de documents qu'on ait de la prison, son plus important qui est le registre d'écrou. On a 7 registres d'écrou pour la prison de Cadillac. Donc pour une prison, son registre d'écrou, c'est vraiment là qu'on va avoir toutes les entrées, les arrivées, donc c'est vraiment un document très important, donc c'est vraiment bien qu'on les ait, ces 7 registres d'écrou, d'autant qu'on a le tout premier, celui dans lequel on a les noms des 204 premières femmes arrivées à Cadillac. Ce qu'on peut tirer du coup de ces registres, ça va être vraiment la possibilité de savoir à peu près qui sont ces détenus. C'est donc un tableau avec date d'arrivée, nom de la personne, son âge, la raison pour laquelle elle a été condamnée, à combien de temps, par quel tribunal, etc., etc. Et évidemment sa date de sortie ou la date de sa mort, principalement dans les cas de perpétuité. Les détenues qui sont à Cadillac, elles ont 35 ans en moyenne, mais plus de la moitié d'entre elles, lorsqu'elles ont été condamnées, elles avaient moins de 30 ans. Donc c'est principalement des femmes qui sont condamnées jeunes, dans leur vingtaine. Ensuite, les raisons pour lesquelles elles sont condamnées, eh bien ça va être très majoritairement pour vol. Les femmes, la raison principale pour laquelle elles sont condamnées, c'est le vol, souvent pour nourrir leur famille notamment. Or, au début du XIXe siècle, le vol il est assez sévèrement condamné. Ça vient de la Révolution française, qui se base beaucoup sur la propriété individuelle. Donc on condamne sévèrement le vol. C'est quelque chose qu'on voit dans Les Misérables, avec Jean Valjean qui est condamné au bagne pour le vol d'une miche de pain, il me semble. En tout cas, voilà, le vol est sévèrement condamné, ce qui fait que les personnes condamnées pour vol vont avoir des peines plutôt lourdes et vont donc se retrouver dans les maisons centrales, dans ces prisons dans lesquelles on a les peines les plus longues. Or, le fait que les femmes soient majoritairement condamnées pour vol et que les personnes condamnées pour vol se retrouvent majoritairement dans les maisons centrales, ça fait que les femmes vont représenter une part très importante des détenus des maisons centrales. Elles représentent un tiers de ces détenus. C'est vraiment une proportion qui est très importante, puisque dès la fin du XIXe siècle, lorsque le vol devient moins sévèrement condamné, elle ne représente plus que 10% des détenus. Et aujourd'hui, on est entre 2 et 4% des détenus des maisons centrales. Donc c'est pour ça en fait qu'on s'est mis à construire des maisons centrales uniquement dédiées aux femmes. C'est parce qu'elles représentaient vraiment une grande part des détenus qu'on pouvait trouver dans ce type de prison. Donc on construit des maisons centrales dédiées aux femmes. On va en avoir 8 en tout sur le 19e siècle qui vont être construites. Puis, dès la fin du 19e siècle, comme je l'ai dit, le vol est moins sévèrement condamné, donc on commence à fermer des maisons centrales. Et aujourd'hui, époque à laquelle il n'y a que très peu de femmes dans les maisons centrales, il n'y en a plus qu'une seule qui soit uniquement dédiée aux femmes, c'est celle de Rennes. Voilà. Donc pour revenir aux raisons pour lesquelles les détenus sont condamnés, donc effectivement le vol, c'est la majorité, représente la majorité des détenus qui sont à Cadillac, puisqu'elles sont 71% de ces détenus à avoir été condamnés pour vol. On va avoir ensuite 10% d'entre elles qui sont condamnées pour ce qu'on appelle à ce moment-là le refus de maternité, qui va regrouper l'avortement et l'infanticide sous la même catégorie. Très rapidement, on va dissocier les deux, mais à ce moment-là, c'est encore la même catégorie. Ensuite, on va avoir 3% pour homicide, 3% pour vagabondage et 3% pour violence, tout simplement. Enfin, le reste, environ 10%, ça va être les atteintes aux mœurs et à la pudeur. C'est là qu'on va avoir la prostitution notamment. Et donc alors qu'on pourrait penser que ces atteintes aux mœurs et à la pudeur représentent une grande part d'entre elles, finalement ce n'est que 10%, c'est vraiment le vol qui prend
la plus grande partie des détenus. Donc maintenant qu'on a parlé de ces femmes, on va pouvoir parler du personnel de la prison. Les 204 premières femmes qui arrivent à Cadillac, elles sont accompagnées par 4 surveillantes qui viennent donc elles aussi de la prison d'Es et qui vont être rejointes lorsqu'elles arrivent à Cadillac par 2 autres femmes qui sont tout simplement l'épouse et la fille du concierge de Cadillac. Puisque comme il fallait que ce soit des personnes qui vivent constamment sur place, on prenait soit des veuves, des célibataires ou des femmes qui avaient déjà de la famille sur les lieux. Donc elles arrivent, elles sont en place, ça fait 6 surveillantes. Et 6 surveillantes, c'est pas du tout suffisant pour contrôler, pour surveiller les détenus. D'autant que les 4 qui viennent de la prison d'Est sont assez âgés et vont très rapidement développer des problèmes de santé. Donc finalement, il va falloir assez rapidement les remplacer. Et à ce moment-là, on pense que pour surveiller les prisons, il faut des personnes fortes, autoritaires, qui sachent en imposer auprès des détenus. Et on va donc choisir des militaires pour remplacer les surveillantes. Ce sont des militaires principalement qui ont été blessés au combat, qui ont entre 24 et 42 ans et auxquels on fait signer un certificat de moralité pour certifier qu'ils sont à même de surveiller la prison. Mais donc voilà, on a des hommes qui vont surveiller des femmes, donc évidemment il y a des problèmes de mœurs qui vont naître. On a des grossesses qui se déclenchent au sein de la prison, des surveillants qui vont monter les détenus dans leur chambre le soir. Bref, que des problèmes qui, même s'ils sont beaucoup imputés aux femmes, qui sont vues comme les séductrices qui corrompent les gentils soldats, eh bien il y a quand même un problème. Et donc dans tous les cas, on va faire remplacer les militaires et on va aller de l'autre côté du spectre, puisqu'on choisit des religieuses pour remplacer les militaires. Pourquoi des religieuses? Eh bien premièrement parce que ce sont des femmes, donc on espère empêcher les problèmes de mœurs. Deuxièmement, parce qu'on se dit qu'elles ont l'habitude de l'enfermement, que ça ne les gênera pas de vivre constamment sur place, même si elles sont assez maltraitées. Elles sont toutes dans une seule et même pièce où elles doivent cuisiner et dormir. Et de plus, troisième raison, elles sont très peu rémunérées. Les religieuses, ça coûte pas cher, donc c'est aussi pour ça qu'on les prend. Et enfin, dernière raison, on espère que les religieuses vont apporter un petit peu de moralité, vont montrer aux détenus ce qu'est la vertu, ce qu'est la dignité, et vont tout simplement redresser les mœurs au sein de la prison. Donc à partir de 1835, on a les premières religieuses qui arrivent, c'est un test qui est fait, d'ailleurs le même test va être fait dans les prisons pour hommes, mais ça va très mal se passer, ça ne va pas du tout fonctionner, au bout de quelques mois on arrête l'expérience. Et donc à partir de 1840, ça y est, les religieuses remplacent complètement les militaires. À partir de là, le personnel, il va encore y avoir quelques gardiens hommes, quelques gardiens masculins, mais ils sont entre 3 et 4 et ils vont uniquement être occupés à l'extérieur de la prison, donc de la surveillance externe surtout. Ils vont plus être en fait en contact régulier ou en contact tout court avec les détenus. Donc c'est vraiment un gros changement. Il y a évidemment quand même quelques hommes au sein du personnel, l'aumônier, l'infirmier, le médecin, le directeur, l'inspecteur, quelques adjoints du directeur qui vont notamment être chargés de l'administratif. Et on a en plus de tout ce petit monde une surveillante laïque, une seule, qui est en fait chargée de la fouille au corps. Parce que les religieuses ne voulaient pas faire les fouilles au corps, donc on prend une surveillante laïque pour s'en occuper. Petit problème avec les religieuses, c'est d'abord leur nombre. Elles ne sont pas du tout suffisamment nombreuses. L'un des chiffres qu'on a, c'est pour 1878, 17 religieuses pour plus de 350 détenus, donc elles ne sont pas du tout suffisamment nombreuses. Et deuxième problème, et plus pour les premières années après leur arrivée, c'est que les religieuses se disent effrayées par les détenus. Elles disent qu'elles ont peur de leur manque de moralité et de leur peu de vertu. Elles ont notamment peur d'aller faire leur ronde de nuit, d'aller dans les dortoirs le soir, car elles disent qu'elles ont peur de ce qu'elles pourraient y voir. Bon. En tout cas, on a des surveillantes qui ne surveillent pas les détenus, donc forcément ça pose un problème. Et on va choisir de les faire assister par des détenues elles-mêmes, qu'on va appeler les prévotes, qui sont des détenues parmi les plus pieuses et les plus sages, et auxquelles on va demander d'assister les religieuses dans leur mission quotidienne, et principalement, lors de leur ronde de nuit, de les accompagner dans les dortoirs. Et donc ce système va rester tel quel et va rester en fonctionnement jusqu'à la fermeture de la prison en 1891. Donc voilà pour le personnel. Maintenant, on va parler du travail. Le travail, c'est la caractéristique principale de la peine dans les maisons centrales de force et de correction. Au tout début, lorsqu'on met en place le travail
au sein des prisons, on le voit comme une façon de réhabiliter les détenus, de leur apprendre un métier, etc., de leur constituer de l'argent, mais très rapidement, ça devient véritablement constitutif de leur peine. C'est une façon de contraindre leur temps, de contraindre leur corps, et une façon aussi pour l'administration de gagner de l'argent en revendant leur production. Alors comment ça se passe, cette mise en pratique? Comment est-ce qu'on va les faire travailler? Eh bien en fait, l'État, il va passer un marché public pour trouver la personne qui va être chargée de faire travailler les détenus. Les personnes en fait qui vont candidater à ce marché, elles vont proposer un montant qui correspond au coût d'entretien d'une détenue à la journée. Et donc c'est la personne qui propose le plus petit montant, donc le plus petit coût d'entretien, qui remporte le marché. Évidemment, il y a un cahier des charges à respecter, mais lorsqu'on étudie les candidatures, on se fiche assez peu de la façon dont la personne compte respecter le cahier des charges avec le montant qu'elle a proposé. C'est vraiment le montant qui compte, et c'est par la suite qu'on vérifie si la personne respecte oui ou non le cahier des charges. Mais c'est vraiment le montant, donc le coût d'entretien, qui compte. La personne qui a donc proposé le plus petit montant, celle qui remporte le marché, va devenir l'entrepreneur général des services de la prison. Il va donc se voir verser par l'État un montant qui correspond à celui qu'il avait proposé, multiplié donc par le nombre de détenus. Et avec ce montant, il doit faire travailler les détenus, mais également les entretenir et entretenir la prison. En échange, il va gagner à peu près la moitié de la valeur de ce que produisent les détenus. Donc, le bénéfice pour l'État, c'est qu'il ne va que avoir à verser ce montant-là. Il ne va pas avoir en fait tout ce qui est charge mentale de l'entretien de la prison, embaucher les personnes, faire en sorte qu'on achète les fruits et légumes, etc., etc. En fait, c'est vraiment l'entrepreneur général qui s'occupe de tout. C'est vraiment son prestataire extérieur, tout simplement. L'État verse de l'argent, c'est le prestataire qui s'occupe de tout. Et le bénéfice pour le prestataire, c'est donc qu'il remporte l'argent la valeur de ce qu'ont produit les détenus. Mais donc s'il veut avoir un bénéfice important, il faut qu'il entretienne les détenus le moins bien possible, si possible même à moindre coût que ce qu'il avait proposé. Comme ça, il se fait une petite marge sur ce que lui verse l'État. Et il les fait travailler le plus possible. Comme ça, il a un bénéfice important. Et évidemment, le fait de les entretenir très mal et de les faire travailler énormément, on le verra, ça va poser des problèmes. Pendant les 10 premières années de ce système, ça ne va pas très bien fonctionner pour plusieurs raisons. La première, c'est que le lieu n'est pas du tout adapté à des travaux manuels, à des ateliers, etc. Tout simplement parce que déjà c'est trop petit. Les ateliers en fait ils sont placés dans les sous-sols au début. Donc oui, espace trop petit, mais surtout espace humide. Les matières premières vont moisir. C'est très mauvais pour les conditions de travail. Les détenues elles vont respirer un air qui est vicié lorsqu'elles travaillent. Donc, elle développe des problèmes de santé, des problèmes pulmonaires notamment, et le médecin régulièrement va faire interdire les ateliers. Deuxième problème, c'est que les trois quarts des détenues, elles proviennent d'un milieu rural et elles n'ont pas les connaissances adéquates pour les types de métiers qu'on leur propose. Elles connaissent quasiment que les travaux agricoles. Et comme on n'a pas envie tout simplement d'embaucher des personnes pour leur apprendre des métiers, pour leur apprendre des techniques, eh bien on va leur faire ce qu'elles savent faire. Ça va être du tricot ou de la filature au rouet ou à la quenouille. Mais donc des tâches en fait qui vont très peu produire et qui vont donc faire que les détenus vont être très peu rémunérés et que même l'entrepreneur lui non plus ne va pas gagner beaucoup d'argent. Heureusement, comme l'État régulièrement va taper sur les doigts du directeur pour qu'il fasse respecter le marché à l'entrepreneur, on finit par avoir au bout de 10 ans un changement. On va commencer à embaucher des personnes pour leur apprendre des choses, à acheter des machines, on va déplacer les ateliers hors des sous-sols. Tout ça fait qu'on va avoir une diversification des activités proposées aux détenus, des activités pratiquées par les détenus, même si les ateliers où il reste le plus de monde, c'est toujours le tricot et la filature. Mais on commence à avoir d'autres ateliers, notamment on va avoir ce qu'on appelle la passementerie, qui est toute la production de petites broderies et de petites chaînes et de petits pompons qu'on a notamment sur les costumes militaires. On va aussi avoir de la ganterie, donc le fait de fabriquer des gants, et par exemple la tannerie aussi, qui est le tressage de feuilles de latanier, qui sont des sortes de feuilles de palmier. Bref. Donc on a de plus en plus d'activités qui vont être pratiquées par les détenus. On a vraiment une diversification de l'activité. Et surtout, on va avoir enfin des produits finis qui se vendent beaucoup mieux.
et donc des détenus qui sont mieux rémunérés, un entrepreneur qui gagne plus d'argent. Petite pause pour parler du fait que dans l'exposition, il y avait 4 œuvres d'art qui ont été créées par l'artiste plasticienne Agnès Geoffrey, qui a fait une résidence à la Mecca il y a quelques années, durant laquelle elle a travaillé sur les archives de Cadillac et dont elle a tiré plusieurs œuvres. Dans chacune des œuvres, en fait, ce qu'elle a voulu montrer, c'était à la fois le contrôle des corps des détenus et le contrôle moral, comment on perçoit les détenus et comment on veut qu'elles se perçoivent. Et dans la première œuvre qui était présentée dans l'exposition, ces deux volontés étaient très nettes, puisque l'œuvre en question, c'était des gants disposés dans une vitrine, donc des petits gants blancs de communiante, pour représenter tout simplement le travail de ganterie, et donc le travail des femmes et le contrôle de leur corps à travers le travail. Et en fait, sur les doigts de ces gants avaient été embossés, donc en gros imprimés par pression, des termes qu'elle avait tirés des archives et qui servaient à qualifier les détenus. Et en fait, c'était que des termes péjoratifs, que des termes négatifs, laide, hideuse, idiote, etc. Donc que des termes très sympathiques pour qualifier les détenus. Et donc là, on voyait bien le contrôle moral, donc comment on les percevait et surtout comment on voulait qu'elles se perçoivent, puisque ces termes leur étaient évidemment rabâchés à longueur de journée. Pour revenir au travail en lui-même, après cette petite pause art contemporain, on a en fait en 1848 une révolution en France qui en fait va faire interdire le travail en prison. C'est pas du tout pour le bien-être des détenus, c'est parce que depuis une dizaine d'années, les ouvriers libres et qualifiés se plaignent de la concurrence déloyale que leur font les prisons. Alors c'est effectivement vrai pour des grosses prisons pour hommes du nord de la France où on a une grosse production qui fait concurrence aux industries locales, mais pour Cadillac c'est pas du tout le cas, puisque encore une fois on avait une faible production et qui n'avait pas d'équivalent en Gironde à ce moment-là. Il y a uniquement le tissage de toile pour lequel il va y avoir une plainte pour concurrence, et donc le tissage de toile va être interdit à la prison de Cadillac. Mais pour ce qui est des autres activités, des autres ateliers, ils vont finalement très rapidement pouvoir reprendre. Dès 1849, en fait, au bout d'une année, le travail est réautorisé dans la prison de Cadillac. La raison est très simple, c'est deux raisons très simples. La première, c'est qu'il y avait une perte économique importante liée à l'arrêt du travail. Et la deuxième, c'est que le préfet et le directeur se plaignaient de l'oisiveté des détenus, puisque comme elles n'étaient plus occupées, elles avaient plus tendance qu'avant à se rebeller, se révolter, à être insolentes, donc elles étaient plus dures à contrôler, maintenant qu'elles ne travaillaient plus, maintenant qu'on ne pouvait plus contraindre leur temps. Et donc c'est la deuxième raison pour laquelle on réautorise le travail à Cadillac, pour qu'elle soit de nouveau occupée. Lors de cette reprise du travail, ça ne va plus être sous le même mode qu'avant, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir l'entrepreneur général des services. Pour faire simple, il n'y aura plus d'intermédiaire entre l'extérieur et le travail au sein de la prison. C'est directement l'extérieur qui va venir s'inviter dans la prison. Des industriels, des manufactures qui vont embaucher directement les détenus et installer leurs ateliers et leurs machines au sein de la prison. Pour les détenus, c'est une très bonne chose puisque ça va leur donner un contact direct avec l'extérieur, notamment avec les personnes qui vont venir encadrer les ateliers, qui vont venir leur apprendre des métiers et des techniques. Et elles vont de plus être beaucoup mieux rémunérées. Elles vont en fait avoir la quasi-totalité de la valeur de ce qu'elles produisent puisqu'il n'y a plus la part de l'entrepreneur. Mais le problème, c'est au niveau de l'État, puisque l'État, en perdant l'entrepreneur général des services, il perd ce prestataire extérieur qui lui permettait de ne plus avoir la charge mentale de l'entretien des prisons. Or, comme il n'y a plus d'entrepreneur, l'État récupère cette charge mentale et ça ne lui convient pas vraiment. Ce qui fait que finalement, au bout de quelques années, en 1856, on revient au système de l'entreprise générale des services. Sauf que cette année-là, en 1856, la personne qui remporte le marché public s'appelle Simon Hayem, et c'est un personnage qui a déjà d'autres contrats avec d'autres prisons et qui a pour but d'en avoir le plus possible et de les garder le plus longtemps possible. Comment il fait cela? Eh bien, en écrasant la concurrence, en proposant des montants dérisoires. En 1856, pour remporter le marché, il propose 24 centimes par femme par jour, alors que jusque-là on était autour de 30 centimes. Puis en baissant à chaque nouveau marché un peu plus son prix,
On finit par arriver dans les années 1880 à 6,75 centimes par femme par jour. Car oui, Simoyem a bien réussi à garder le marché jusqu'à la fermeture de la prison, et même au-delà, on le verra après. Mais donc 6,75 centimes. Je vous laisse imaginer la dégradation des conditions de vie de ces femmes simplement pour que lui puisse continuer de faire son bénéfice. Sympa. Mais heureusement, comme je l'ai dit, les détenues sont rémunérées pour leur travail. Elles remportent environ la moitié de la valeur de ce qu'elles produisent. Ça constitue ce qu'on appelle leur pécule. Il est divisé en deux, ce pécule. Il y a une partie qui leur est remise pour qu'elles puissent l'utiliser au quotidien pour améliorer donc leur vie en prison, et une partie qui est placée sur un compte pour qu'elles puissent la récupérer à leur sortie de prison. Mais au sein de la prison, justement, parmi les punitions qui sont utilisées, il y a la retenue pécuniaire. Tout simplement le fait de leur enlever de l'argent sur ce qu'elles ont gagné, une sorte d'amende. La retenue pécuniaire, elle est très utilisée tout simplement parce que l'argent qui leur est enlevé entre dans les caisses de la prison. Donc le directeur, qui est celui qui autorise les punitions, il a tout intérêt à leur enlever le plus d'argent possible pour en gagner le plus de son côté. Et donc on se retrouve avec des détenues qui, au final, n'ont que très peu d'argent par rapport à ce qu'elles ont gagné, si bien que lorsqu'une détenue, sur une année complète, réussit à garder un certain montant, eh bien on lui donne de l'argent en plus pour la féliciter d'avoir réussi à garder son argent, tellement il est commun qu'on leur en enlève énormément. Bref, sympa encore une fois. Pour ce qui est donc de ces punitions, et donc des autres punitions qu'il y a en plus de la retenue pécuniaire, donc pour entrer dans une partie sur le règlement au sein de la prison, sur le règlement disciplinaire, on va avoir la privation de cantine, qui est le fait qu'elles ne puissent plus rien acheter avec leur argent, la privation de correspondance, les retenues pécuniaires, donc les fameuses. On a la cellule de nuit, cellule de jour et de nuit, cellule avec travail. Et on a, ah oui, il y a aussi le pain sec à genoux, c'est très précis. Et enfin, on va avoir également le cachot. Donc, différent de la cellule, dans le sens que le cachot, c'est un endroit vraiment très sale, très très réduit, où elles sont en fait tout simplement dans de très mauvaises conditions. Si bien que lorsqu'une détenue sort du cachot, quasiment à chaque fois, on l'emmène directement à l'infirmerie parce que sa santé s'est considérablement dégradée. On pouvait passer jusqu'à 3 mois dans le cachot. Donc voilà pour un peu ce régime disciplinaire, sachant qu'en fait il va y avoir un gros changement qui va intervenir dans les années 30 avec un nouveau règlement qui va être mis en place au niveau national. Tout simplement parce que si au départ on met en place l'enfermement, c'est pour empêcher les récidives, pour voilà, faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas aller en prison, que fauter c'est mal. Or, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout, puisque même avec la mise en place de la prison, on continue à avoir des récidivistes, et on va même en avoir de plus en plus, notamment des multirécidivistes. Donc forcément, on se rend compte que le modèle tel qu'il a été mis en place avec le code pénal, il ne fonctionne pas, le modèle de la prison tel qu'elle ne fonctionne pas. Et ce que se dit l'État lorsqu'il se rend compte que son modèle ne fonctionne pas, c'est qu'il n'est pas encore assez dur et qu'il faut durcir les conditions de vie en prison pour que vraiment les criminels comprennent qu'il ne faut pas fauter, qu'il ne faut pas aller en prison. On veut vraiment rendre la prison le plus invivable possible. Pour cela, on va avoir donc ce règlement qui va être en deux grandes parties. La première partie, elle va viser la façon dont les détenus peuvent utiliser leur argent. C'est-à-dire que jusque-là, ils pouvaient acheter différents produits de nécessité. Mais à partir de ce règlement, désormais, les détenus ne pourront acheter avec leur argent que des pommes de terre, du beurre, du fromage ou du pain. C'est les 4 seules denrées auxquelles les détenus auront droit. Et bien souvent, ces denrées sont de toute façon trop chères pour elles ou pour eux. Donc véritablement, on ne veut plus qu'ils utilisent leur argent, puisque de toute façon, et elles n'ont même plus le droit d'avoir leur argent sur elles et eux. C'est la prison qui aura, qui garde leur argent, et s'ils veulent l'utiliser, ils doivent en demander l'utilisation. Donc voilà pour ce qui touche à l'argent.
On va également leur interdire l'usage du vin ou du tabac, alors que bien souvent c'est les deux seules choses qui les aidaient à tenir. Vraiment le but c'est qu'il n'y ait plus rien pour améliorer leur vie, pour les égayer un peu. Le but c'est qu'il n'y ait que la peine, la peine, la peine. Et il y a aussi une deuxième partie à ce règlement qui va viser à casser toute sociabilité, à empêcher toute communication entre les détenus. Pourquoi? Eh bien parce que ce dont on se rend compte, en plus du fait qu'on a des multirécidivistes, c'est que les personnes qui commettent un crime, qui récidivent, elles vont commettre quelque chose qui est plus grave que ce qu'elles avaient fait à l'origine, que ce qui les avait amenées en prison la première fois. On va donc théoriser ce qu'on appelle la contagion du crime ou la contagion de la délinquance, qui est le fait que comme on mélange tous les détenus en prison, peu importe ce qu'ils ont fait, eh bien, elles vont s'entraîner vers le crime, vers des choses de plus en plus graves. Et c'est donc à cause de ça qu'on va avoir des personnes qui commettent des crimes plus graves que ce qu'elles ont fait à l'origine, donc à cause de cette contagion. Donc ce qu'on veut, c'est empêcher cette contagion, et pour cela, il faut empêcher que les détenus communiquent entre elles et eux. Et donc, on va tout simplement mettre en place la loi du silence. Donc le fait que les détenus devront rester silencieux constamment, même dans les temps de repos, même dans les temps de récréation. Bon, on le rappelle, il n'y avait pas assez de religieuses pour toutes les détenues, donc ça devait être compliqué de leur faire garder le silence constamment, mais le fait d'être pris en train de parler ou même de murmurer était sévèrement puni. Évidemment, avec un tel règlement, lorsqu'il est mis en place, les détenues vont se révolter. Elles vont refuser de travailler, refuser de faire quoi que ce soit et rester assises dans la cour toute la journée. Le soir, on appelle la gendarmerie pour les en déloger. Une quinzaine d'entre elles vont être enfermées dans les cachots, alors qu'il n'y avait que 3 cachots à Cadillac, donc elles sont mises à plusieurs dans chaque cachot. Elles vont faire beaucoup de bruit, ça va alerter leurs camarades qui vont donc continuer la révolte. Mais malheureusement, cette révolte n'aura servi à rien de concret puisque le règlement va quand même être mis en place tel quel. Mais ça aura au moins servi à montrer que les détenus sont prêtes à se rebeller, sont prêtes à se révolter. Et donc, on se rend compte que par la suite, lorsque les inspecteurs viennent à Cadillac, elles disent que le règlement n'est pas aussi bien appliqué que ce qu'il le devrait, que voilà, il y a quelques manquements à l'application du règlement, tout simplement parce que le directeur, il faisait comme il pouvait avec les risques de révolte des détenus et voilà, avec les conditions dans lesquelles il était. Donc, cette révolte aura au moins servi à ça. Comme on a parlé des révoltes, un petit point sur les évasions. Alors les évasions, elles étaient très nombreuses à Cadillac, principalement dans les premières années, notamment à cause de l'état du château, puisque même après les travaux, on reste sur un château assez délabré, et donc il est très facile de s'échapper. Le directeur, régulièrement, demande à ce que des travaux soient faits, et dans l'une de ses lettres, pour un peu appuyer, grossir le trait tout simplement, il va dire que l'état du château est tel et que les évasions sont rendues si faciles par cet état que les détenus qui sont encore sur place, c'est qu'elles veulent y rester. Voilà. Alors évidemment, parmi les punitions, il y a eu aussi pendant longtemps les sévices corporels, donc des coups, de la violence, et également les privations d'hygiène. Donc par exemple, on allait très peu les changer, très peu changer leurs draps, très peu les laisser se laver, et ça évidemment, ça allait avec la réduction des coûts d'entretien. On a par exemple un inspecteur qui écrit que les détenus sont dans des tenues couvertes de sang, de règles et de taches de diarrhée, donc des choses assez horribles à vivre pour elles. Mais heureusement, avec la féminisation du personnel à partir des années 30-40, on a une baisse de ces sévices corporels et une amélioration de l'hygiène qui va aller également avec les efforts qui ont été faits par le médecin de la prison. Alors, le médecin de la prison, de l'ouverture jusqu'en 1848, c'est le docteur Blondeau. C'est un personnage assez important puisqu'il va vraiment faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des détenus. Et surtout, il se rend compte assez tôt que le taux de mortalité au sein de la prison de Cadillac est beaucoup trop élevé. On est sur un taux de mortalité de 15%, alors que dans les autres maisons centrales au même moment, ce taux n'est que de 5%. Donc on est vraiment sur un cas à part pour ce qui est de Cadillac, un endroit où le taux de mortalité est bien trop important. Notamment à cause de l'état du château, encore une fois, donc l'humidité, le problème de circulation de l'air, également à cause de la nourriture qu'elle consomme, qui n'est pas de bonne qualité, et aussi à cause du travail. Ça, on le voit très bien au fait que lorsque le travail est interrompu en 1848,
la santé des détenus n'a jamais été aussi bonne. Bref, tout ça fait que le médecin va demander à ce que des améliorations soient faites, notamment il va faire des travaux pour améliorer la circulation de l'air, donc pour tout ce qui est fenêtres, il va faire surélever les lits car ils étaient quasiment collés au sol. Il va également mettre en place la vaccination antivariolique, etc., etc. Donc voilà, le médecin fait beaucoup pour améliorer les conditions d'hygiène et la santé des détenus. Il va aussi demander évidemment à ce qu'elles puissent plus souvent se laver. On a des travaux qui sont faits aussi sur les sanitaires, voilà. Beaucoup de choses qui sont faites et donc heureusement le taux de mortalité va commencer à baisser et petit à petit au cours du siècle ce taux va continuer de baisser. Également, tant qu'on est sur la santé et le corps, on va parler de la maternité. Alors comment ça se passe la maternité pour les femmes qui sont en prison? Lorsqu'une détenue a des enfants au moment où elle est enfermée, donc avant d'être enfermée, évidemment elle ne peut pas les emmener avec elle. Sauf si elle est en train d'allaiter, pour ne pas interrompre trop brusquement l'allaitement, on va placer temporairement la détenue dans une prison départementale, une prison plus petite, jusqu'à la fin de l'allaitement, et c'est à ce moment-là seulement qu'on la transférera à la maison centrale, sans son enfant évidemment. Qu'en est-il ensuite des personnes qui accouchent au sein de la prison? On en a quand même beaucoup qui accouchent au sein de la prison. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les détenues qui accouchent, elles le font assez peu de temps après leur enfermement. Donc on pourrait se dire que quand même, ils auraient pu attendre avant de les enfermer. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, les médecins avaient beaucoup de mal à déterminer l'avancée d'une grossesse. On allait dire qu'une détenue en avait encore pour plusieurs mois, alors qu'en fait, elle était quasiment à terme. Ou à l'inverse, on a aussi une détenue dont on dit qu'elle est enceinte et au bout d'un an, elle n'a toujours pas accouché. En fait, elle avait juste des gros seins et un gros ventre, mais elle n'était pas du tout enceinte. Voilà, les médecins avaient beaucoup de mal, ce qui fait qu'on a beaucoup de détenus qui se retrouvent à accoucher dans les maisons centrales. Or, comme le règlement interdit la présence d'enfants dans les prisons, eh bien, on est censé leur retirer leur nouveau-né au moment où elles accouchent. Sauf que, évidemment, comme c'est quelque chose d'assez cruel, souvent le personnel, le directeur, ils sont un peu moins rigides à ce niveau-là. Et souvent, ils vont laisser les détenus garder leur nouveau-né avec elles. Sauf que le problème, c'est que l'enfant grandit dans de très mauvaises conditions. Et le problème également, c'est que l'inspection, lorsqu'elle se rend compte de la présence d'enfants, ça les embête un petit peu. On va donc avoir des solutions qui vont être trouvées, on va dire, par le ministère pour se débarrasser tout simplement de ces enfants. Puisque eux, ce qui les gêne, c'est pas tant que les enfants grandissent en prison et donc dans de mauvaises conditions, c'est plutôt le fait que les enfants distraient les détenus, qui les empêchent de travailler correctement, qu'elles ne sont pas assez, ils ne sont pas assez dans la peine tout simplement, et également que ça coûte de l'argent à entretenir un enfant. Donc on va par exemple, pour s'en débarrasser, tout simplement faire appel aux pères qui sont connus et libres. On va leur demander de récupérer leur enfant, on va même payer le transport entre la prison et le domicile du père. Et voilà, entre autres solutions du coup qui vont être trouvées. Mais à chaque fois en fait dans les solutions, on se rend compte qu'il y a très peu de suivi par la suite. On ne regarde pas si l'enfant est bien traité, s'il n'est pas de nouveau abandonné. L'important c'est vraiment de le faire sortir de la prison, de s'en débarrasser. Donc voilà comment ça se passe en pratique. Très rapidement, on va avoir, au bout de quelques années, on va avoir un changement dans la théorie également, dans le règlement. À partir des années 1860, en fait, on va tout simplement autoriser les détenus à garder leur enfant avec elles jusqu'à la fin de l'allaitement, donc comme pour celles qui étaient déjà en train d'allaiter au moment où elles sont condamnées. Et dans les années 1880, on va aller encore plus loin, elles vont pouvoir garder leur enfant jusqu'aux 4 ans de celui-ci. Donc pendant 4 ans, elles pourront garder leur enfant avec elles. Mais en fait, comme je l'ai dit, ça arrivait déjà, puisque le personnel était plutôt relax. Sauf que du coup, le vrai changement avec ce règlement, c'est qu'on va en fait sortir les enfants et leur mère de la maison centrale et les placer temporairement, dès leur naissance, dans une prison départementale, comme pour encore une fois celle qui était en train d'allaiter. Donc pour qu'elles soient en fait dans un environnement adapté, donc on va avoir des quartiers exprès pour ces mères et leurs enfants.
Donc c'est vraiment une très bonne chose en fait, grâce à ce changement de règlement. On a vraiment un changement de vie pour les enfants qui grandissent en prison. Donc c'est une très bonne chose pour eux. Mais malheureusement, au bout des 4 années, si la mère n'a toujours pas fini sa peine, eh bien l'enfant finit quand même par lui être retiré. Qu'est-ce qui arrive aux enfants qui sont retirés à leurs parents? Eh bien, dans la première moitié du siècle, on les place dans des hospices, voilà. Et à partir de 1851, on a la création de l'assistance publique. Et donc à partir de là, on place les enfants à l'assistance publique. Pour les plus jeunes, ils vont être principalement mis chez des nourrices. Or, le problème encore à l'époque avec les nourrices, c'est le taux de mortalité important qui fait qu'on a malheureusement des enfants qui vont mourir chez la nourrice. Et donc lorsque la mère sort de prison et veut aller récupérer son enfant, eh bien malheureusement, elle apprend qu'il est décédé chez la nourrice. Donc c'est évidemment un sujet qui est très touchant à traiter que celui de la maternité en prison. On a notamment des documents comme une lettre d'une détenue qui demande à rester encore quelques années avec sa petite dernière parce que ça lui a brisé le cœur de se séparer de ses autres enfants et que voilà, c'est son nouveau-né qu'elle est en train d'allaiter et elle aimerait rester encore quelques années avec. Donc c'est vraiment des choses assez touchantes à traiter. Je passe vite fait sur la deuxième œuvre d'Agnès Geoffrey qui s'appelle Les Tableaux. Et c'est tout simplement des tableaux issus des archives de Cadillac qu'elle a rassemblés et qu'elle a fait imprimer sur de la soie. Donc la soie, c'est pour rappeler le travail manuel des détenus. Et les tableaux, c'est vraiment pour montrer qu'effectivement, c'est des données comptables, des données chiffrées qui sont classées par âge, etc. et qui ne sont pas classées selon leur nom. Voilà. C'est vraiment des chiffres plus que des individus avec des détails les concernant. On n'a pas fini de parler de la santé puisque on va s'intéresser à l'alimentation. Donc l'alimentation est évidemment aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de soucis. Dans les premières années après l'ouverture de la prison, les détenues elles sont nourries uniquement de soupe de légumes et de pain, avec une soupe qui est évidemment très pauvre en légumes et des légumes qui ne sont de toute façon pas de très bonne qualité. On va avoir un changement au bout de quelques années, en 1828, avec le médecin, donc le docteur Blondeau toujours, qui va demander à ce que les détenus aient ce qu'il appelle un régime gras. Donc c'est accordé, mais ce régime gras, ça consiste simplement en 5 décilitres de bouillon de bœuf dans la soupe du jeudi matin, et le jeudi soir, on mange le bœuf qui a servi à faire ce bouillon. Donc le seul changement, c'est le jeudi, où on a un peu de viande qui est ajoutée au repas. Mais c'est vraiment un petit changement. Mais on se dit que comme voilà, elles vont avoir de la viande, c'est beaucoup mieux pour elles, etc. Sauf que c'est pas du tout suffisant. D'autant que le deuxième problème, c'est la fréquence des repas. Comme dans toutes les maisons centrales, il y a 2 repas par jour. Sauf qu'à Cadillac, ces repas, ils ont lieu à 10h du matin et à 4h de l'après-midi. Donc entre 4h de l'après-midi et 10h le lendemain, elles ne se nourrissent pas. Et on les fait se lever entre 4 et 6h du matin selon la saison pour les faire travailler. Donc elles vont travailler le ventre vide alors qu'elles n'ont pas mangé depuis 4 heures de l'après-midi la veille. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, notamment des évanouissements, des malaises dans les ateliers le matin, étant donné qu'elles n'ont pas mangé. Comme ça interrompt assez souvent le travail, on finit par les autoriser à apporter un peu de nourriture avec elles dans le dortoir le soir pour pouvoir la consommer le matin avant d'aller travailler. C'est vraiment des solutions de fortune qui sont trouvées. Et en parallèle, le directeur, il va demander au ministre à ce qu'il y ait un changement, à ce qu'un tout simplement un 3e repas soit mis en place. Sauf que le ministre, ça ne le fait pas trop réagir. C'est qu'au bout d'une dizaine d'années, en 1844, il me semble que le ministre finit par dire qu'effectivement, ce serait bien qu'elles aient un 3e repas, mais il ne va pas pour autant le mettre en place. Il dit juste que ce serait bien effectivement qu'elles en aient un. Voilà. Et on n'a pas de trace de la mise en place de ce 3e repas. On a à un moment une augmentation de la nourriture achetée qui ne correspond pas à une augmentation du nombre de détenus, donc qui pourrait être la mise en place de ce 3e repas, mais on n'a aucun texte qui parle vraiment de cette mise en place. On n'a que cette petite indication. Ok, donc maintenant qu'on a parlé du corps et de la santé, on va pouvoir parler de l'esprit, en commençant par la religion. Alors la religion, on l'a dit lorsqu'on parlait des religieux, c'est quelque chose de très important au sein de la prison puisqu'on espère qu'elle va servir à redresser les mœurs des détenus, à les rendre plus dignes, plus vertueuses.
Et donc on va faire en sorte que la religion prenne une place importante dans leur quotidien avec des prières collectives, le fait de participer à tous les offices religieux, etc. Et elles vont donc avoir un aumônier qui est censé être un personnage important et une chapelle qui elle aussi est un lieu fait pour être important. Cette chapelle, elle va coûter assez cher à être mise en place puisque c'est une salle du château qui va être transformée en chapelle. C'est par exemple une cheminée qui va être transformée en autel. On va avoir beaucoup de dorures, de tentures, d'objets liturgiques, ce qui fait que ça va coûter très cher et le préfet va se plaindre de ce coût en disant que même les maisons centrales les plus importantes n'ont pas dépensé autant pour leur chapelle. Donc c'est vraiment la chapelle la plus chère de France à ce moment-là. Deuxième problème qui ne va pas beaucoup plaire à l'administration, c'est un tableau qui se trouve dans la chapelle qui représente une Madeleine repentante. Et ce tableau, il est décrit par un des inspecteurs comme représentant la Madeleine nue et donc comme étant un très mauvais exemple pour les détenus de Cadillac. Sauf qu'en réalité, la Madeleine n'est pas du tout nue sur le tableau, on voit à peine sa cheville, un bout de son épaule, ses bras, etc. Et donc le préfet, eh bien, il va répondre à cette accusation, puisque alors l'inspecteur demande du coup carrément à ce que le tableau soit recouvert pour cacher tout cela à ses détenus, pour empêcher du coup qu'elle soit corrompue par la vue de ce tableau. Le préfet refuse de recouvrir le tableau, il va dire que qu'elle est déjà que la Madeleine n'est pas nue, ensuite que ce serait dommage de gâcher un tel tableau, et enfin il dit aussi que il y a en face un autre tableau représentant le Christ entièrement nu, et que si l'un des deux devait donner à penser aux femmes enfermées à Cadillac, ce serait celui-là bien plus que l'autre. Voilà. C'est à peu près texto ce qu'a écrit le préfet en parlant de ce tableau. Donc, petite touche d'humour pour empêcher que le tableau de la Madeleine ne soit recouvert. Et effectivement, le tableau va rester tel quel. Malheureusement, il a été perdu dans un incendie qui a eu lieu au début du XXe siècle. Donc on ne l'a plus aujourd'hui, mais on a une carte postale pour savoir à quoi il ressemblait. Ok. Avant de passer à la suite, donc toujours sur la religion, on a l'aumônier, donc comme je l'ai dit, qui est censé être un personnage important, sauf qu'on se rend compte que l'aumônier, en fait, son autorité, elle se limite à la chapelle, qu'il ne sort que très peu de cette chapelle, qu'il ne va que très peu au contact des détenus, tout simplement parce que d'après ce qu'il écrit dans une lettre, si effectivement il n'en sort que très peu, c'est parce que s'il a le malheur de croiser une détenue dans les couloirs et que si par malheur il venait à la bousculer, d'un coup tout le monde se mettrait à rire de lui. Voilà, il n'a pas vraiment peur d'être frappé ou quoi, en tout cas ce n'est pas ce qu'il dit. Lui il dit vraiment qu'il a peur qu'on se moque de lui. Et il dit même que son prédécesseur, par son seul aspect, provoquait un rire inextinguible. Encore une fois, ce sont ses mots. Bref, il n'avait pas du tout la place qu'on aurait aimé qu'il ait. En tout cas, pour cet aumônier-là, d'autres que lui ont peut-être eu plus d'importance, mais lui, pas vraiment. Continuons. Donc, toujours sur l'esprit, en parlant cette fois-ci de l'instruction scolaire. Alors, pendant les 10 premières années, il n'y avait tout simplement pas d'instruction scolaire. Si bien qu'en 1832, un inspecteur va écrire que les détenus de Cadillac sont au plus bas de l'échelle des maisons centrales. Donc, en gros, que ce sont les moins intelligentes, les moins bien éduquées de toutes les maisons centrales. On va donc mettre en place un enseignement. C'est tout simplement l'instituteur de la commune qui va venir donner des cours aux détenus. Donc une cinquantaine de détenus qui vont avoir cours 1 heure par jour avec l'instituteur. Ça va durer quelques années, jusqu'en 1835, puisque en 1835, qui arrive? Eh bien tout simplement les religieuses. Et ces religieuses, elles proviennent d'un ordre enseignant et médecin, qui est l'ordre des filles de la sagesse. Et donc qui de mieux que ces religieuses pour donner cours aux détenus. Donc à partir de là, on reste sur un petit nombre de détenus, une quarantaine d'entre elles qui vont avoir cours, mais désormais 3 à 4 heures par jour. Et certaines détenues vont être même embauchées, on va dire, comme assistantes des religieuses pour donner cours. Le problème avec ce système, qui va rester tel quel jusqu'à la fermeture de la prison, en fait, c'est que les religieuses ne sont pas du tout adaptées pour donner des cours aux détenus. Ça, on le voit très bien. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est que dans les documents, les détenus vont être constamment rabaissés, considérés comme pas intelligentes, comme incapables d'apprendre,
etc., etc. On a par exemple un document où on nous dit qu'on ne peut que leur apprendre à lire, écrire et calculer, qu'elles ne peuvent pas apprendre d'autres choses car elles ne sont tout simplement pas assez intelligentes. On va avoir aussi pour une année des chiffres qui nous disent que une vingtaine de détenus seulement, non, une dizaine à la fin de l'année ont appris à lire, écrire et calculer, une dizaine ont été virés pour insolence et une vingtaine ont été virés pour incapacité, donc considérés finalement comme incapables d'apprendre, carrément. Donc encore une fois très sympa, sauf que vraiment le problème ne vient pas en réalité des détenus, il vient évidemment de l'enseignement qui leur est donné, qui n'est pas du tout adapté. Un des extraits de cours qu'on a, c'est tout simplement que on essaie de leur faire lire les évangiles pour leur apprendre donc à lire, mais vraiment c'est des choses qui ne sont pas faites pour les intéresser, c'est des cours qui ne sont pas du tout adaptés à ces détenus. Et donc c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à apprendre. C'est pas du tout parce qu'elles sont pas assez intelligentes ou quoi que ce soit. On a un changement qui intervient avant la fermeture en 1886 avec enfin des institutrices laïques et formées qui vont être employées pour donner des cours aux détenus. Malheureusement, comme je viens de le dire, c'est juste avant la fermeture, ça intervient 5 ans avant la fermeture de la prison, donc finalement, le temps que ça se mette en place, les détenus n'en auront quasiment pas profité. Alors que ça faisait 10 ans que la même chose avait été mise en place chez les hommes. Donc il a fallu attendre 10 ans pour que ce soit mis en place chez les femmes. Bref, un classique. Mais donc voilà, en 1891, la prison pour femmes de Cadillac ferme ses portes. À ce moment-là, Cadillac, ils ne veulent pas trop que le château soit abandonné, ils veulent qu'on continue de l'utiliser, et ça, l'État, ça lui va très bien, puisqu'il veut continuer d'en faire un lieu d'enfermement. Et on va, donc quelques mois seulement après le départ des détenus, ouvrir le château de Cadillac, toujours en tant donc que lieu d'enfermement, mais cette fois-ci pour jeunes filles, pour mineurs. En fait, depuis le début du siècle, les jeunes filles, enfin les mineurs, pardon, qui ont été condamnés peuvent être acquittés pour manque de discernement. Donc on considère finalement qu'ils sont trop jeunes pour savoir ce qu'ils ont fait, pour comprendre ce qu'ils ont fait. Et donc, on va les placer d'abord dans des institutions religieuses, sauf que parfois, ces jeunes sont trop turbulents et les institutions n'en veulent pas. Donc à partir du milieu du siècle, on va créer des établissements publics pour accueillir ces mineurs, des colonies pénitentiaires pour garçons et des maisons d'éducation pénitentiaire pour jeunes filles. C'est donc ce que va devenir le château de Cadillac, une maison d'éducation pénitentiaire. Les jeunes filles qui y arrivent, elles proviennent de deux autres établissements. L'un qui a fermé temporairement définitivement parce que le climat y était considéré comme trop froid pour les jeunes filles, et l'autre qui a fermé temporairement car il s'agissait d'une ancienne prison pour femmes. Et on a donc considéré que le lieu n'était pas du tout adapté pour les jeunes filles. Sauf que Cadillac aussi, c'est une ancienne prison pour femmes. Donc Cadillac non plus n'est pas adapté pour ces jeunes filles. Sauf qu'on se dit que comme ce n'est que temporaire en attendant que les travaux soient faits dans l'autre maison d'éducation, eh bien ça va le faire pour ces jeunes filles. Sauf que voilà, pendant plusieurs années, elles se retrouvent dans un lieu qui est une ancienne prison, qui n'est donc pas du tout adapté pour elles, puisque ces jeunes filles, pour les plus jeunes, elles ont entre 8 et 9 ans. Donc c'est vraiment des petites. Les plus vieilles, elles sont entre 18 et 21 ans. Puisque l'âge limite, c'est la majorité. À la majorité, elles ne peuvent plus rester dans ces maisons d'éducation. Mais elles ne sont pas là forcément jusqu'à leur majorité. Elles sont là pour un nombre d'années déterminé en fonction de ce qu'elles ont fait. Donc les lieux ne sont pas adaptés, mais le personnel non plus ne va pas être adapté. On n'a plus de religieuses, on va avoir à la place des surveillantes laïques, mais des surveillantes qui ont été formées pour surveiller des détenus majeurs en prison et qui ne sont pas du tout formées pour s'occuper et pour éduquer des jeunes filles. Donc on a un personnel pas adapté, dans des lieux pas adaptés, forcément, ça va être de très mauvaises années pour les jeunes filles en question. On a très peu d'éléments sur ce qu'il se passe pendant ces quelques années. On a par contre des documents rapportant les suicides de jeunes filles. On a aussi un document qui parle du travail que doivent faire ces jeunes filles, puisque même si on est sur des mineurs, le travail continue d'être l'élément constitutif de la peine dans les lieux d'enfermement. Donc les jeunes filles ont beaucoup d'heures de travail. Et ce travail, il est encadré toujours par ce cher Simon Hayem qui est toujours là. Heureusement, désormais, il n'a plus l'entretien du lieu, il n'a que l'entretien des ateliers, il n'a que à s'occuper du travail.
Or, les jeunes filles, elles ont aussi des cours, elles ont plus de cours que les majeures, et elles vont donc avoir moins d'heures de travail, et ça ne convient pas du tout à Simon Hayem, qui trouve qu'il n'a pas assez de main-d'œuvre, et donc il va réussir à obtenir l'autorisation de faire venir des ouvrières libres au sein de la maison d'éducation pour travailler pour lui et donc pour avoir suffisamment de main-d'œuvre. Toujours un chic type. Heureusement, après, on n'en entendra plus parler de ce Simon. Donc voilà pour ces quelques années. Au bout de 5 ans, en 1996, le château de Cadillac va de nouveau fermer ses portes, tout simplement puisque la maison d'éducation de Doullens, qui est celle qui avait fermé temporairement pour travaux, eh bien, elle est de nouveau opérationnelle et donc toutes les jeunes filles vont être transférées dans cette maison d'éducation. Donc Cadillac ferme ses portes. Là encore, la commune ne veut pas que le château soit abandonné, mais cette fois-ci, ils aimeraient quelque chose d'un peu plus prestigieux. Parce que, en fait, c'est le moment où l'hôpital psychiatrique de Cadillac commençait à être assez connu. Et donc, Cadillac était très souvent rapproché de la présence de l'hôpital psychiatrique. Il y a même des documents qui parlent de Cadillac comme d'une ville de dégénérés. Bref, ils n'avaient pas une très belle image et donc ils voulaient redorer cette image en ayant quelque chose d'un peu plus prestigieux au château de Cadillac, donc à côté de l'hôpital psychiatrique. Et donc plus une prison ou un lieu d'enfermement. Mais l'État, finalement, lui, ça lui va très bien d'avoir un lieu d'enfermement, et comme il est toujours propriétaire du lieu, c'est un peu lui qui décide. Donc il y a plusieurs projets qui vont tomber à l'eau, exprès ou non, notamment une école de viticulture, etc. Mais c'est bel et bien un nouveau lieu d'enfermement qui va ouvrir ses portes en 1905, et toujours pour jeunes filles mineures. On va cette fois-ci parler de ce qu'on appelle une école de préservation, donc c'est le terme que j'avais utilisé au tout début. Donc c'est un peu différent de la maison d'éducation. Bon, déjà, tout est dans le terme, c'est vraiment pour préserver les jeunes filles de la société, mais surtout d'elles-mêmes. Et la différence principale, ça va être que les jeunes filles, désormais, elles y sont placées jusqu'à leur majorité. Donc il n'y a pas de nombre d'années en fonction de ce qu'elles ont fait, elles sont vraiment là jusqu'à leur majorité. D'ailleurs, ce qu'ont fait les jeunes filles qui sont enfermées dans ce type d'établissement, c'est principalement du vagabondage. Pour les plus jeunes, prostitution aussi un petit peu, et vol. C'est les 3 raisons principales pour lesquelles on se retrouve dans ce type d'établissement. On a des jeunes filles qui sont un tout petit peu plus âgées aussi que pour la maison d'éducation. Désormais, le minimum d'âge, c'est entre 12 et 14 ans, plutôt que 8-9 ans. Donc on est sur des jeunes filles un peu plus âgées, plus adolescentes en tout cas. Voilà, donc c'est les principales différences avec la maison d'éducation. Donc cette école de préservation, elle est dans les mêmes locaux, donc le château de Cadillac, et on peut se dire que comme il y a eu plusieurs années d'attente entre les deux, entre la maison d'éducation et l'école de préservation, ils auraient pu quand même faire des travaux pour adapter les lieux enfin aux jeunes filles. Sauf que ça n'a pas été le cas, au contraire, il n'y a pas eu vraiment d'entretien, donc on se retrouve sur un lieu qui est encore plus délabré qu'avant. Mais heureusement, on va très rapidement enfin apporter des adaptations faites pour les jeunes filles. Par contre, pour ce qui est du personnel, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps pour avoir enfin un changement et qu'enfin le personnel soit adapté à ces jeunes filles en question. On reste sur un personnel de surveillance laïque avec donc des surveillantes qui sont formées pour s'occuper des femmes majeures, enfin pour surveiller et contraindre les femmes majeures en prison, et qui ne sont pas du tout formées, encore une fois, pour éduquer ou s'occuper de jeunes filles mineures. Ça va évidemment créer plusieurs problèmes. Le fait est qu'on a des documents où on nous dit que les surveillantes ont une véritable aversion pour les jeunes filles, qu'on appelle d'ailleurs les pupilles dans la documentation. On a la directrice qui va être soupçonnée d'avoir entraîné la mort d'une des jeunes filles par ses mauvais traitements. On a une surveillante, Madame Meyer, qui va être accusée par l'une des jeunes filles de harcèlement sexuel, tout simplement, dans une lettre rédigée par la jeune fille. Une enquête de police va être ouverte, mais qui va mettre au jour donc plusieurs relations entre jeunes filles et surveillantes. Mais les surveillantes, en fait, elles vont rejeter la faute sur les jeunes filles et surveillantes parisiennes, parce qu'on est pendant la Première Guerre mondiale, et donc vous avez des Parisiennes qui sont venues se réfugier dans l'école de préservation de Cadillac.
Et on va rejeter la faute donc sur ces surveillantes et ces jeunes filles parisiennes en disant que ce sont elles qui ont amené les mauvaises mœurs de l'homosexualité à Cadillac, mais que ces surveillantes de Cadillac, elles n'y sont pour rien. Et donc finalement, l'enquête de police ne mène à rien et Madame Meyer ne va pas du tout être inquiétée alors qu'il y avait clairement cette lettre de la jeune fille qui l'accusait. Encore une fois, il y a des choses qui ne changent pas. Autre événement de la sorte, on a le médecin de la l'école de préservation qui doit être changé et on est sur le point d'embaucher le docteur Hillary. Sauf qu'on se rend compte au dernier moment que le docteur Hillary, ça fait une vingtaine d'années qu'il est régulièrement interné à l'hôpital psychiatrique d'à côté pour névrose, psychose et accès de colère. Donc peut-être pas un très bon candidat pour s'occuper de ces jeunes filles. Heureusement, lorsque la directrice l'apprend, elle fait en sorte ce qu'il ne soit pas embauché. Et c'est le cas, le docteur Hillary ne va pas être embauché, mais vraiment ça nous montre que on embauchait les personnes sans qu'il y ait comment dire, d'enquête qui soit faite, d'entretien psychologique. On embauche tout simplement les personnes qui se présentent parce qu'on a du mal à recruter, donc on embauche n'importe qui. Voilà. Et ça crée évidemment des problèmes. Pour ce qui est donc des locaux, j'ai dit qu'on avait des changements qui arrivaient petit à petit. Le premier, ça va être au niveau des dortoirs. Jusque-là, les dortoirs, c'était des grandes pièces avec des lits les uns à côté des autres. Désormais, on va avoir des cellules individuelles qui sont appelées les cages à poules. Donc, elles sont en partie grillagées, la façade est grillagée, de sorte à ce qu'elles puissent être surveillées de l'extérieur. Donc c'est pas non plus le top au niveau de l'intimité, mais au moins ça leur permet d'avoir une pièce à elles, isolée des autres, donc c'est un peu mieux quand même pour leur développement et pour leur intimité. Deuxième changement, ça va être une salle de bain qui va être mise en place en 1910, donc au bout de 5 ans, avec plusieurs baignoires qui vont permettre aux jeunes filles de prendre des bains une fois par semaine. Le reste du temps, elles continuent de faire leur toilette quotidienne en allant chercher de l'eau dans la cour. Mais au moins, voilà, elles ont un peu plus de confort et un peu plus d'hygiène grâce à ces baignoires. Troisième chose, c'est un potager et un verger qui vont être installés et qui vont être entretenus par les jeunes filles elles-mêmes. Ça va leur permettre de faire des travaux en extérieur, à l'air frais, et ça va aussi surtout leur permettre d'avoir de bons produits, d'avoir une meilleure alimentation. Ça va aussi être bon pour l'école puisqu'elle va moins dépenser en termes de denrées alimentaires. D'ailleurs, en parlant des denrées, on a quand même une bien meilleure alimentation que ce qu'on pouvait avoir dans la prison. On a des listes de nourriture achetée qui nous montrent que l'alimentation est variée, diversifiée, plutôt complète, qu'elle est vraiment pensée pour le développement de ces jeunes filles. Donc ça, c'est vraiment une grosse amélioration. Par exemple, elles ont des repas 4 fois par semaine, donc 4 fois par jour, pardon. Donc vraiment une grosse amélioration. Évidemment, il y a toujours des moyens pour l'école d'économiser un petit peu d'argent. Par exemple, les jeunes filles étaient censées avoir de la viande 4 fois par semaine. En réalité, elles n'en avaient que 3 fois par semaine. Donc voilà, il y avait toujours des moyens quand même d'économiser un peu, de rogner un peu. Mais on est quand même vraiment sur une alimentation bien meilleure que ce que n'avaient les détenus. Et heureusement. À partir de là, à partir de 1929-1930, on a beaucoup de photos pour étayer le propos, pour se rendre compte de ce qu'était cette vie dans l'école. Ces photos, elles ont été prises par le studio Henri Manuel, qui avait été commissionné par l'État pour faire une enquête photographique sur plusieurs lieux d'enfermement en France. Et ce dont on se rend compte dans ces photos, ce qu'on voit beaucoup, c'est les jeunes filles en train de pratiquer les tâches ménagères. Dans la prison, c'était les religieuses qui s'occupaient des tâches ménagères. Mais comme là, on a des jeunes filles qu'on est censé éduquer, dont on est censé faire de futures mères au foyer, de futures mères de famille, on veut vraiment qu'elles sachent faire la cuisine, qu'elles sachent faire à manger. Donc on va leur apprendre les tâches ménagères et on va évidemment du coup leur faire pratiquer, leur faire faire les tâches ménagères au sein de l'école. Il y avait évidemment des tâches qui étaient plutôt des récompenses, par exemple le fait d'être aide-cuisinière, et des tâches qui étaient vues comme des punitions, par exemple les corvées de linge. Deuxième chose qu'on va voir beaucoup dans les photos, qu'on remarque très rapidement, c'est l'uniformisation de l'apparence des jeunes filles. Elles sont toutes habillées de la même façon, coiffées de la même façon, avec en fait des cheveux qui sont coupés extrêmement courts, donc pas de coiffure particulière. Les tenues qu'elles portent sont très ternes, c'est des robes noires, des collants gris, des chaussures noires. Donc vraiment, elles se ressemblent toutes. Il y a une volonté d'en faire un bloc uniforme, d'un bloc homogène. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les jeunes filles, ça on le voit dans les documents, elles vont constamment chercher à aller à l'encontre de cette uniformisation.
On le voit beaucoup dans les retenues pécuniaires, puisque les retenues pécuniaires continuent d'être utilisées, mais désormais ce n'est plus une punition. En fait, c'est quelque chose qu'on leur donne lorsqu'elles commettent des dégradations. En tout cas, qu'on leur retire lorsqu'elles commettent des dégradations, on leur retire de l'argent sur ce qu'elles ont gagné. Et ce qu'on voit, c'est qu'une très grande partie de ces dégradations, en fait, ça va être sur leur propre tenue. Elles vont raccourcir leurs robes, couper les brides de leurs chaussures, couper des morceaux de tissu dans des draps pour se faire des cols, pour se faire des manchettes. Donc voilà, elles vont constamment chercher à retrouver une certaine individualité, à se donner un peu de coquetterie, en tout cas voilà, à sortir du moule, du bloc homogène dans lequel on veut les faire rentrer. Ce qu'on voit aussi dans les retenues pécuniaires, c'est que encore une fois, c'est de l'argent qu'on leur retire pour le mettre dans les caisses de l'école de préservation. Et du coup, la moindre griffure sur un mur va être prétexte à leur retirer de l'argent. Donc on a plein de fois où le motif c'est à écrire sur le mur, à érafler le mur, etc. Donc voilà pour cette punition, enfin pour ce qui était avant cela une punition mais qui désormais n'est plus considéré comme telle. Et donc ce qu'on va avoir comme punition vraiment, ça va être la privation de dessert qui va en quelque sorte remplacer le pain sec à genoux et la privation de cantine qui était peut-être un peu trop extrême pour des jeunes filles. La privation de correspondance va rester interdite un temps, mais très rapidement on se rend compte, enfin va rester en vogue, mais très rapidement on se rend compte que la correspondance est souvent la seule chose que les jeunes filles ont pour se rapprocher de l'extérieur et donc que c'est une bonne chose finalement pour leur réhabilitation. Si on veut en faire des jeunes filles aptes à la société, il faut leur laisser ce lien avec l'extérieur et avec leur famille. On a les cellules qui continuent d'être utilisées. On a des jeunes filles qui sont enfermées en cellule pendant plusieurs jours. Il y en a une qui est enfermée 30 jours. Mais c'est très différent des cachots qui, eux, ne sont plus censés être utilisés, qui sont normalement interdits. Sauf qu'on a bel et bien des traces d'utilisation des cachots dans la documentation. Même chose pour les camisoles de force, elles ne sont plus censées être utilisées, mais elles le sont bel et bien. On a le récit d'une révolte en 1920 qui regroupe ces deux éléments, puisque on a des jeunes filles qui sont réprimées à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Donc on les asperge, puis on va leur passer une camisole de force par-dessus leurs vêtements mouillés et les enfermer dans les cachots, donc des endroits très humides et très mauvais pour la santé, avec leurs vêtements humides et leur camisole par-dessus. Et c'est uniquement au bout de plusieurs heures qu'on va enfin leur donner des vêtements secs. Donc, ce genre de mauvais traitements, ils sont légion dans la documentation. Ils sont évidemment à mettre en lien avec, comme je le disais tout à l'heure, le fait que le personnel ne soit pas du tout adapté pour ces jeunes filles. Et il est aussi à mettre en lien avec la façon dont elles sont perçues par l'administration. On a beaucoup de documents où elles sont traitées de tares héréditaires, où vraiment on les considère comme des moins que rien, comme des filles perdues, alors même qu'elles étaient là pour être rééduquées, pour être réhabilitées. Mais en fait, on se rend compte qu'elles sont considérées comme irrattrapables, comme pas rééducables, tout simplement. On va continuer sur leur quotidien. Elles avaient évidemment des cours, comme pour les jeunes filles de la maison d'éducation, mais elles avaient un peu moins, elles avaient entre 1 heure et 1 heure et demie de cours par jour, comme elles sont un peu plus âgées. Mais ce sont vraiment des cours qui sont beaucoup mieux mis en place, avec des manuels, des cartes de géographie, etc. Le but, c'est de leur donner la scolarité la plus classique possible pour qu'elles soient au même niveau que leurs camarades de l'extérieur, que leurs camarades libres, tout simplement. C'est la même chose pour les ateliers, pour le travail qu'on leur fait faire. Là aussi, ça va être quelque chose de vraiment bien mis en place, avec du matériel, des moyens. On leur donne des travaux plutôt complexes, parce que le but, là encore, c'est de leur apprendre un métier. C'est que lorsqu'elles sortent de l'école de préservation, elles puissent être insérées dans la société par le travail. On veut qu'elles puissent être embauchées dans une manufacture quand elles sortent de là. Donc on leur apprend vraiment les travaux de couture tels quels, avec de vrais profs. Elles vont faire toutes les tenues et le textile de l'école de préservation. On va aussi leur faire les tenues des colonies pénitentiaires pour garçons, parce que c'est pas eux qu'on va demander de coudre, donc c'est elles qui s'en occupent. Elles vont avoir aussi des commandes de l'État, par exemple sur les tenues des militaires, etc. Donc voilà pour les travaux de couture. On va également avoir des travaux en extérieur. Donc pendant la Première Guerre mondiale, les viticulteurs, ils manquent de main-d'œuvre masculine et ils vont donc demander à l'école de préservation si elle peut leur fournir des jeunes filles, ce que l'école accepte. Et ça va très bien se passer. Les jeunes filles sont contentes parce qu'elles travaillent à l'air libre. Les viticulteurs sont contents parce qu'ils ont une main-d'œuvre assez peu chère et qui travaille plutôt bien.
Et l'école est contente parce qu'elle récupère une partie du salaire des jeunes filles. Donc comme tout le monde est content, ça va continuer même après la Première Guerre mondiale et même en dehors des vendanges, au-delà des vendanges, ce qui fait que très vite on va se retrouver avec des jeunes filles qui travaillent 6 mois par an dans les vignobles et qui n'ont cours que les 6 autres mois de l'année. Sauf que ça ne plaît pas beaucoup à l'État puisqu'elles ont un retard scolaire assez important qui est impossible à rattraper dans les 6 mois restants. Donc au final, les travaux dans les vignobles vont être interdits par l'État dans les années 1940. Également parce qu'on manquait de personnel tout simplement à ce moment-là. On a un deuxième travail qui se fait à l'extérieur de l'école de préservation, c'est celui de domestique. Pour cela, il y a tout un comité de patronage qui se met en place en 1909 qui vise à encadrer le travail des domestiques, qui vise d'abord à trouver les jeunes filles qui sont à même de devenir domestiques, donc les plus de 16 ans qui sont suffisamment sages et qui connaissent bien les travaux ménagers. Ensuite, on trouve des familles qui acceptent de les embaucher, ça c'est souvent le plus dur. Et ensuite, on surveille comment se passe leur travail. Le problème avec tous ces travaux à l'extérieur de l'école, c'est les évasions qui sont rendues très faciles par le fait qu'on sorte de l'enceinte et par le fait qu'il y ait des déplacements. Donc on a beaucoup de jeunes filles qui réussissent à s'évader dans ces moments-là, notamment les jeunes filles qui sont domestiques et que la famille qui les embauche envoie faire des courses. On leur donne de l'argent, on leur dit d'aller au marché, et évidemment, elles partent avec l'argent et elles ne reviennent jamais. On a beaucoup de récits d'évasion qui sont comme ceci. Les récits d'évasion, on en a beaucoup dans la troisième œuvre d'art d'Agnès Geoffrey. Là encore, ce sont des documents qu'elle a fait imprimer sur de la soie. Et les documents en question, en fait, ce sont tous ceux qui vont tourner autour de jeunes filles qui se sont évadées. Donc on a des paquets de documents pour chaque jeune fille, avec donc 5 ou 6 lettres ou documents à chaque fois qui vont donc se rapporter à cette jeune fille, tous ceux en fait qu'on avait qui traitaient de cette jeune fille-là. Sauf que comme c'est des documents externes qui en l'occurrence proviennent de la préfecture de la Gironde, c'est quasiment que des documents où on nous dit une telle a fugué, une telle a fait ceci, une telle va être punie, nanana. En fait, on a à chaque fois que enfin, c'est surtout des choses négatives, finalement, qui sont retranscrites par ces documents. Sauf que pour Agnès Geoffrey, finalement, ce biais, eh bien, il est plutôt pas mal parce que ça lui permet de montrer avec cette œuvre-ci toutes les fois où les jeunes filles sortent du carcan, sortent du contrôle moral imposé par l'établissement. Donc toutes les fois où elles vont contrevenir au règlement et donc sortir de ce qu'on leur impose, comment en fait elles vont réussir à retrouver leur autonomie, à retrouver leur individualité à travers leurs actions. Donc, finalement, pour Agnès Geoffrey, c'est une bonne chose qu'on ait ce biais dans la documentation, en tout cas avec cette œuvre-ci. Pour revenir donc au travail des jeunes filles, l'école, grâce à ce travail, grâce à ces travaux, elle va commencer à gagner de l'argent. Et heureusement, elle va utiliser cet argent à bon escient, avec notamment la mise en place de nouvelles activités. On va avoir des cours de gymnastique, des cours de musique, des cours de solfège, des cours de sténographie. C'est une très bonne chose pour les jeunes filles. On va vraiment diversifier leur quotidien. Et on va aussi, pour les plus méritantes, mettre en place des sorties à l'extérieur, des sorties pique-nique, des sorties visite de la région. On commence vraiment à mettre un petit peu de divertissement au sein de leur journée, en tout cas pour les plus méritantes. C'est une très bonne chose. Et en fait, c'est corrélé à un autre changement qui intervient dans les années 1930, qui est tout simplement le fait que l'État va mieux s'occuper de ce type d'établissement parce que dans les années 1920, en fait, vous avez toute une campagne de presse qui va aller à l'encontre de ces établissements et qui va montrer que, en fait, ce sont des bagnes pour enfants, donc plutôt des lieux carcéraux, des lieux d'enfermement, enfin des lieux pénitentiaires que des lieux de rééducation de la jeunesse. En fait, l'aspect éducatif, il est complètement absent de ce type de lieu, déjà à travers le personnel. Donc l'État, dans les années 1930, il va s'appliquer à remettre l'éducation au centre de ce système. D'abord, on a des réformes qu'on peut dire de papier, donc qui ne vont pas être très efficaces. On va par exemple avoir simplement le fait que les gardiennes vont changer de dénomination et vont désormais être appelées les monitrices et première maîtresse pour la chef des gardiennes. Mais on ne va pas pour autant embaucher de nouvelles personnes. C'est vraiment les mêmes personnes, juste on change leur dénomination. Mais petit à petit, on va avoir vraiment de plus en plus de projets de loi qui sont mis en place, de projets de réglementation. Sauf que ça met du temps à être mis en place et
c'est à ce moment-là qu'on a la Seconde Guerre mondiale qui va donc être un temps d'arrêt à la mise en place de ces réformes. Mais ce n'est pas tant à cause du régime de Vichy, qui au contraire va demander à ce que ces réformes continuent à être mises en place, puisque comme le régime de Vichy veut montrer qu'il est là pour structurer la société, pour redresser la société, eh bien il s'intéresse à cette jeunesse et au fait de pouvoir la réhabiliter. Donc il demande à ce que les réformes continuent d'être mises en place, mais le problème c'est vraiment le contexte de la Seconde Guerre mondiale, avec deux des établissements pour jeunes filles de l'époque qui vont être bombardés dès le début de la guerre, donc les jeunes filles sont rapatriées dans les autres écoles, donc à Cadillac. Euh, donc il y a une surpopulation, pas pour autant plus de personnel. Il y a tout ce qui est lié au rationnement alimentaire, donc des gros problèmes de malnutrition, etc. Donc, alors que ça aurait dû être vraiment le moment de la mise en place des réformes, finalement c'est un peu le pire moment pour ces jeunes filles. Mais heureusement, ce n'est que quelques années, c'est une, une courte parenthèse, puisque dès 1943-1944, on va enfin avoir un réel changement dans l'administration de l'établissement. Donc grâce à un personnage qui s'appelle Paul Lutz, qui fait en fait partie de ce qu'on appelle la direction de l'éducation surveillée, qui est la nouvelle institution de l'État qui s'occupe de ce type d'établissement. Puisque vraiment, là encore, tout est dans le nom, éducation surveillée, on met vraiment l'accent sur le côté éducatif de ces établissements. Et donc Paul Lutz, qui fait partie de cette direction, il va avoir une idée, c'est de s'appuyer sur la psychologie. Et pour ça, en fait, il va faire appel à une psychologue qui s'appelle Dominique Riel, à laquelle il va tout simplement demander de venir s'occuper de Cadillac, de venir prendre la tête de l'établissement. Au début, Dominique Riel, elle refuse parce qu'elle a visité l'établissement, elle sait que ce n'est pas du tout adapté à ce qu'elle voudrait y faire, mais elle finit par accepter parce qu'il lui dit qu'elle aura toute la liberté dont elle a besoin. Donc Dominique Riel arrive à Cadillac en 1944. La première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre en place des équipes de vie, donc des groupes de plusieurs jeunes filles qui vont être ensemble au quotidien, qui vont tout faire ensemble et qui vont même être ensemble au niveau des dortoirs, puisqu'on va remplacer les cellules individuelles, les cages à poules, par de petits dortoirs d'une dizaine de jeunes filles, donc de chaque équipe de vie, avec dans chaque dortoir la chambre d'une éducatrice qui sera appelée la petite mère de l'équipe de vie. Donc on essaye en fait, à travers ces équipes de vie, Dominique Riel essaye de redonner à ces jeunes filles une structure familiale. Car d'après elle, et d'après beaucoup de psychologues, les jeunes délinquants, ils le sont parce qu'ils ont manqué d'une structure familiale dans leur jeunesse. Donc le but, c'est de leur redonner cette structure familiale à travers les équipes de vie et les petites mères. La deuxième chose qu'elle fait, Dominique Riel, c'est de faire des entretiens à ces jeunes filles pour apprendre à les connaître, pour savoir qui elles sont et surtout pour savoir comment elles en sont arrivées là. Dominique Riel, évidemment, elle est psychologue, donc ce qu'elle veut, c'est savoir comment elle peut aider ces jeunes filles psychologiquement. Et enfin, troisième chose, c'est qu'elle va donc embaucher justement des éducatrices. Donc enfin, on va avoir un personnel qui est formé pour s'occuper de ces jeunes filles. Ça, c'est vraiment une des grosses nouveautés apportées par Dominique Riel. Enfin, un changement de personnel. Donc Dominique Riel, elle va classer et catégoriser les jeunes filles dans notamment un tableau que l'on avait d'exposer dans une vitrine qui en fait classait les jeunes filles selon l'avenir auquel elles étaient prédestinées selon Dominique Riel. Donc on allait avoir par exemple les jeunes filles susceptibles de faire un métier facile, un métier spécialisé, celles qui pouvaient faire des études, celles qui allaient simplement être domestiques, etc. Et on avait une dernière catégorie qui était celle des jeunes filles dites inéducables, voire dangereuses. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Dominique Riel des jeunes filles qu'elle juge inéducables, voire dangereuses? Eh bien, tout simplement, elle s'en débarrasse, elle les fait transférer à Rennes. En fait, Dominique Riel, elle veut montrer que ces méthodes fonctionnent, et pour cela, elle choisit de partir sur une base saine. Mais donc oui, comme elle classe les jeunes filles selon leur avenir, on voit bien là encore le fait que l'école de préservation c'est fait pour vraiment insérer les jeunes filles dans la société par le travail. On pense que on fait partie de la société, qu'on est un bon élément à partir du moment où on a un travail. Donc le but c'est vraiment de leur donner un avenir, que dès qu'elles sortent de l'école, on les place. Voilà. Quelles vont être à partir de là du coup les méthodes de Dominique Riel? Eh bien ça va être en fait un véritable suivi scientifique. Donc on va avoir des graphiques, des entretiens réguliers pour vraiment suivre au plus près l'évolution des jeunes filles.
On va aussi leur donner plus de liberté, notamment dans leur apparence, la liberté dans la façon de s'habiller, dans les activités qu'elles pratiquent. Donc voilà, on leur donne vraiment plus d'occasions de s'épanouir pour essayer de faciliter leur réhabilitation. Il y a une chose qui est importante à savoir sur toute cette période de Dominique Riehl, c'est qu'on avait beaucoup plus de documentation et surtout de la documentation interne. C'est-à-dire qu'on va enfin avoir des documents qui ont été produits à Cadillac, ici produits par Dominique Riehl et son équipe. Or, comme je l'ai dit au tout début, les documents internes de Cadillac, ils ont été perdus. Donc pourquoi est-ce que ceux-là on les a? Eh bien c'est tout simplement parce que Dominique Riehl, elle est partie de Cadillac et qu'elle a emporté avec elle la documentation. Puisque dès 1947, donc 3 ans à peine après son arrivée, Dominique Riehl, elle quitte Cadillac pour emménager à l'Institut de Brécourt. En fait, dès le début, elle se rend compte qu'elle n'arrivera à rien sur place. Donc elle demande à Paul Lutz de lui faire un lieu qui soit du neuf sur du neuf, qui soit entièrement dédié à ses méthodes et à ses pratiques. Elle avait un sacré melon. Et c'est donc en fait tout un domaine qui va être acquis par l'institution, par l'administration, pour en faire l'Institut de Brécourt. En fait, le fait que ce soit un grand domaine, ça permet à Dominique Riehl de faire ce qu'elle voulait absolument faire, c'est-à-dire que les équipes de vie, au lieu d'avoir simplement leur propre dortoir, elles aient carrément leur propre pavillon. Donc elles vont vivre en autonomie, chacune dans un pavillon qui sont construits sur le domaine, avec leur petite mère, avec leur surveillante. Voilà, c'est le but de Dominique Riehl, c'est pour ça donc qu'elle emménage dans ce domaine. Donc lorsqu'elle y emménage, elle part de Cadillac avec les documents, mais aussi avec les éducatrices qu'elle a embauchées et qu'elle a formées, et avec les jeunes filles les plus sages, donc je ne sais plus exactement combien, une trentaine ou une quarantaine d'entre elles, qui ont signé un contrat d'engagement dans lequel elles s'engagent à rester sages, à bien se conduire. Si elles ne respectent pas l'engagement, elles peuvent être renvoyées à Cadillac et surtout elles ne vont pas à Brécourt. Ce qui se passe donc à partir de ce moment-là, c'est que à Cadillac, il ne va rester que les jeunes filles les moins sages et les surveillantes non formées. Donc un joyeux mélange, et lorsqu'on comprend ça, on comprend pourquoi le château de Cadillac, l'école de préservation, n'a fermé que quelques années après le départ de Dominique Riehl. Puisque 1947, ça va être vraiment une date pivot, une date tournant pour l'éducation des mineurs en France. En tout cas, la réhabilitation plutôt des mineurs. Comment est-ce qu'on traite les mineurs délinquants en France? Puisque, à partir de l'ouverture du domaine de Brécourt, tout le monde va s'inspirer des méthodes de Dominique Riehl. Donc cette histoire de petites unités, ça va vraiment être quelque chose qui va transformer le paysage de la réhabilitation des mineurs en France. Encore aujourd'hui, les établissements pour mineurs délinquants, c'est des petites unités d'une quinzaine à une vingtaine de jeunes pour vraiment s'occuper d'eux au plus près, le plus individuellement possible. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui se fait à Brécourt à partir de ce moment-là. Mais donc, comme les autres établissements vont essayer d'imiter Dominique Riehl, en fait, eux aussi, ils vont, comme elle, se débarrasser des éléments perturbateurs et les envoyer à Cadillac. Cadillac, ça va vraiment devenir l'endroit où on envoie, où on retrouve les jeunes filles dont personne ne veut, dont la société ne veut pas. Puisque, en plus d'avoir des jeunes filles violentes ou des jeunes filles complètement irrespectueuses dont les établissements ne voudraient pas, on a aussi, pour plus de la moitié d'entre elles, des jeunes filles qui ont été virées des autres établissements pour homosexualité. Donc voilà, c'est vraiment les jeunes filles dont la société ne veut pas à ce moment-là. Donc à Cadillac, on a beaucoup de jeunes filles aussi qui ont des problèmes psychologiques, qui ne vont pas être améliorés par la situation sur place. Beaucoup de jeunes filles qui ont été déplacées d'établissement en établissement, qui ont été rejetées de partout. Et sur place, en fait, il y a une véritable ambivalence dans la façon dont elles sont traitées par le personnel, parce qu'une partie du personnel, en fait, est convaincue par a été convaincue par les méthodes de Dominique Riehl, et une partie veut revenir à des méthodes plus dures. Donc voilà, il y a cette ambivalence qui fait que d'une personne à l'autre, elles ne vont pas être traitées de la même façon, parce qu'il n'y a pas de consensus au sein du personnel. Et donc ça va franchement pas les aider à se développer et à aller mieux. Ça va même plutôt empirer leur état psychologique. Et donc l'événement qui va mener à la fermeture de Cadillac, c'est le suicide de l'une des jeunes filles
Marguerite Delannoy le 31 octobre 1950. Elle est retrouvée pendue dans les cachots. Et le fait qu'elle soit suicidée et le fait que ce soit dans les cachots qui n'étaient plus censés être utilisés, ça va vraiment provoquer un scandale à l'échelle nationale. La presse va s'emparer de l'affaire. Et c'est donc tout ce scandale qui va mener à la fermeture de Cadillac, puisqu'on se rend compte qu'il y a encore des lieux où les mineurs sont maltraités, tout simplement. Il y a une autre jeune fille qui se suicide quelques mois plus tard, Monique Bédieff, mais elle, son suicide sera très peu mentionné par la presse. Euh, on est vraiment resté sur celui de Marguerite Delannoy. Mais ça va en tout cas montrer à l'administration que sur place, les jeunes filles sont dans un état psychologique encore pire qu'avant. Elles menacent toutes de se suicider comme leurs camarades. Et c'est donc Paul Lutz qui va prendre la tête de l'établissement pour ces derniers mois, pour l'amener jusqu'à sa fermeture. Et il va faire en sorte de faire vivre les meilleurs mois possibles à ces jeunes filles. Il les fait sortir constamment. Il veut vraiment leur changer les idées pour qu'elles aient le moment le plus agréable possible avant la fermeture de l'établissement. Mais donc lorsque l'établissement ferme en 1951, les jeunes filles sont dispersées à travers la France, ce qui rend finalement le fait de les retrouver, de retrouver leurs traces très compliqué. Et ça participe au fait donc qu'on ait très peu de témoignages aujourd'hui oraux de personnes qui soient passées entre les murs de Cadillac. On a aussi très peu de documents personnels, très peu de documents tout court déjà, mais encore plus de documents personnels, tout ce qui est correspondance, journaux intimes, ça on n'en a quasiment pas non plus. Or, pour avoir des témoignages et des documents intimes, eh bien, il faudrait retrouver ces personnes. Il faudrait qu'il y ait tout un travail qui soit fait pour savoir ce qu'elles sont devenues. Donc, heureusement, il y a des historiens qui travaillent en ce moment là-dessus. Mais voilà, c'est assez compliqué à faire comme type d'enquête. Or, c'est une question de temps si on veut récolter tous ces témoignages. Et le fait que ce soit une question de temps, c'est lié au fait que pendant très longtemps, on a complètement oublié ce qui s'était passé à Cadillac. On s'est tu sur cette affaire. Comme ça s'est terminé dans un scandale, personne n'a parlé. On a voulu oublier tout simplement ce qui s'était passé. On a perdu les documents, personne n'a témoigné. Et on a aussi modifié les lieux. En fait, le château de Cadillac, il a été rénové tel qu'il était à la Renaissance. Donc on a effacé quasiment tous les vestiges de ce qu'il avait été pendant cette période de lieu d'enfermement. On a uniquement le dernier étage qui garde encore des cages à poules telles qu'elles avaient été refaites après le départ de Dominique Rille en 1947. Et on a quelques graffitis qui restent sur les murs de l'établissement, qui sont donc finalement le seul témoignage direct que l'on ait qui proviennent de ces jeunes filles et qui ne soient pas passés par le biais de l'institution. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine l'exposition. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Désolée, c'était vraiment très lourd comme vidéo, mais voilà, j'avais besoin de conserver un témoignage de cette exposition et de mon texte de la visite guidée. Donc c'était important pour moi de faire cette vidéo. Voilà, merci beaucoup.